Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux présents pour cette table ronde. On est ravis de recevoir l'hôpital Novo et bien sûr, et évidemment des intervenantes de Dédalus que je vais présenter au fur et à mesure. Le sujet de notre table ronde, et je vous engage évidemment à vous rapprocher pour écouter cette table ronde passionnante. Les sujets de notre table ronde, c'est la construction du DPI, mais pas une construction du DPI pour une construction du DPI, c'est une construction du DPI au service des soignants. Ça va être ça notre approche de conversation. Je suis ravi de vous recevoir. Alors, peut-être en petite introduction, déjà, remercier à Novo, parce que Novo a été un des premiers établissements, si c'est le premier établissement, à s'engager dans la transition You. Vous aviez des DXCare pendant des années. Vous étiez plutôt satisfait de ce dossier patient, on va en parler ensemble, mais on est partis ensemble dans cette phase de transformation. Et bien sûr, vous partez vers Care4You, le nouveau dossier patient nouvelle génération. Cette transformation numérique, ce n'est pas l'idée d'avoir un dossier patient avec une approche standard, c'est aussi l'occasion de réfléchir et de réfléchir une stratégie de nouvelle approche médicale, et on en parlera également ensemble. Donc c'est un projet d'établissement extrêmement structurant qui doit être au service des usages. Je pense que peut-être en introduction, pour vous donner les choses, le mot-clé qu'on doit avoir dans cette conférence, c'est que le numérique reste un moyen et il n'est pas une finalité en soi. Et c'est bien de nous le rappeler en tant qu'éditeur. Je pense que vous allez le faire aussi également à cette conférence. Donc, clairement, on va comprendre déjà, je pense, avec votre intervention, qu'il faut prendre son temps, qu'il faut réfléchir cette stratégie. Et donc pour ça, je suis ravi de vous avoir. Alors, bien sûr, Alexandre, je te présente comme l'ancien directeur général de Novo, mais clairement, c'était fin avril, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Merci d'être là. Et puis Edouard, tu es le président de CME, de la communauté médicale, et un infectiologue, évidemment, à Novo. Donc merci d'être là. Et je vous passe la parole déjà pour expliquer cette logique de temps, comment vous réfléchissez les choses, et bien sûr nous parler de ce projet. Bon, alors, rappelez peut-être un tout petit peu le contexte, comment on en est arrivé là. Bon, comme tu l'as dit, pendant 10 ans, DXCare, ça fait plus de 20 ans que l'hôpital de Pontoise avait DXCare comme DPI. La création du GHT, ça a été la mise en œuvre de DXCare sur tous les sites du GHT. Et puis DXCare, oui, c'est un bel outil, mais c'est un outil qui a son âge. Et quand on voit aujourd'hui à la fois la capacité de l'informatique, les évolutions technologiques, et les demandes qu'on a de la part du monde soignant, il était important d'imaginer la suite. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on partage depuis un certain temps avec des équipes de Dédalus. On va depuis quelques années au Salon international de l'informatique hospitalière aux États-Unis, à IMSS, tous les ans. Donc on partage un peu les mêmes informations et les mêmes découvertes. Et on va en reparler tout à l'heure, mais il est important d'imaginer que la décision d'évolution de ce type d'outil ne se fait pas sur un coin de bureau, mais c'est une véritable gouvernance qui doit se mettre en place pour savoir qu'est-ce qu'on attend de cet outil, comment il doit nous aider à évoluer et à permettre aux soignants demain de faire leur boulot correctement. Et donc on a challengé Dédalus, ça date de l'année dernière, on a challengé Dédalus en disant tout ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, l'arrivée de l'IA, qu'est-ce qu'elle permet de faire pour le soignant, qu'est-ce qu'elle l'oblige, mais qu'est-ce qu'elle lui permet aussi de faire. Et donc, on a challengé Dédalus en disant, vous nous dites que vous évoluez vers Care4You, pourquoi pas? Est-ce qu'avec Care4You, on pourra faire ce qu'on voit en ce moment aux États-Unis? Vous nous avez dit oui, on vous a dit chiche. À ce moment-là, on va vous demander de travailler avec vous pour vous dire ce qu'on attend de cet outil. Et c'est comme ça que ça a commencé. Très clair. Alors Edouard, ta vision médicale peut-être de ce nouveau projet, de cette approche, qu'est-ce que tu peux nous partager ? Bien, la première chose, c'est que effectivement, le DXCare est une solution, on va entre guillemets vieillissante, et sur laquelle il y a beaucoup d'attentes compte tenu des évolutions technologiques qu'on observe aujourd'hui partout. Et l'attente est d'autant plus forte que les promesses sont fortes. Et je crois que ce qui est maintenant totalement indispensable, c'est de repenser en fait l'ergonomie avec les constructeurs, avec les développeurs. C'est-à-dire que je pense que l'ergonomie de ces solutions est au centre du succès, parce que ce n'est pas en décrétant qu'on installe une solution numérique que les gens vont l'adopter. Et l'adoption, c'est vraiment la clé
de ce succès. Et c'est vraiment la transformation en fait, mentale que vont faire les soignants. Ils l'adopteront si la charge mentale et la charge technologique en fait, est réduite. Ça, c'est quelque chose qu'on mesure un peu dans maintenant les premiers retours sur les cas d'usage qu'on a de l'IA. On s'aperçoit en voyageant aux États-Unis que finalement, ce que fait gagner l'IA, ce n'est pas tant du temps, qui est assez court en matière de temps gagné, mais c'est vraiment la charge cognitive qui est soulagée pour les soignants. Et donc je pense que cette charge cognitive, on va la centrer principalement sur l'ergonomie des solutions que vous nous proposez. Et si l'ergonomie est réussie, l'adoption sera réussie. Très clair, très clair. Donc tu décris évidemment toujours l'approche par l'usage, qui est vraiment une approche plutôt que l'approche technologique. Tu as déjà positionné l'IA, là dans ton discours, sur le fait qu'il répond à des besoins, mais c'est l'usage qui drive en fait tout ça. On est d'accord sur la notion ? On est totalement d'accord. En fait, il faut que la technologie permette en fait la fluidité cognitive. Ça, c'est un terme assez générique. Et ce que j'entends par fluidité cognitive, c'est-à-dire qu'il faut que le processus de soins qui est implémenté quand on utilise un DPI soit un processus qui se rapproche totalement de la chronologie de l'acte soignant. C'est-à-dire qu'il faut que le cheminement intellectuel à l'intérieur du DPI soit totalement intuitif par rapport à la démarche de soins. Et ça, ce sont les coulisses en fait, du concepteur qui sont la tutelle pour arriver à ce résultat-là. Et sans interrogation, sans validation des process par les soignants, on n'y arrivera pas. Donc ça décrit bien aussi un dialogue indispensable avec votre éditeur préféré Daedalus. En tout cas, vous êtes là pour le témoigner avec nous, merci beaucoup. C'était gratuit et c'était facile. Mais en tout cas, c'est bien ça, on est bien d'accord que ce dialogue est permanent, il faut se voir souvent. Qu'est-ce qui se concrétise notamment, on le verra après avec Samira, mais qu'est-ce qui se concrétise ? Oui, les rencontres doivent être fréquentes, donc ça passe par des groupes de travail. Il faut pouvoir évaluer ce qui est proposé, revenir dessus, implémenter, corriger, faire du retour. Donc c'est un dialogue permanent, ce sont des allers-retours entre les équipes de développement et les équipes soignantes, qu'elles soient médicales ou soignantes d'ailleurs, hein, parce que souvent on fait parler des médecins, mais c'est important d'entendre aussi des soignants, parce que le DPI en fait réunit toutes ces professions autour, et donc il faut vraiment interroger tout le monde. Très clair. Bien sûr, Alexandre, vas-y. Ouais, non, juste revenir sur cette notion de relation et en particulier de confiance, parce que c'est pas évident. C'est pas parce qu'on met des équipes de développeurs d'un côté et un établissement qui a des soignants qui expliquent ce qu'ils voudraient que ça va bien se passer. Chacun vient avec sa vision. Je caricature, mais néanmoins, nous, on a des soignants qui disent c'est assez simple, je veux ça comme ça, je veux ça comme ça, et ça, je veux pas que ça m'emmerde. Alors, les développeurs, ils écoutent, ils disent pas forcément ça va pas être possible. Par contre, ils reviennent derrière et disent nous, éditeurs, on a une responsabilité, on doit obéir à une réglementation, le RGPD, la qualité de prestation, machin. Comment on peut répondre à la question ? Et là, il y a parfois un petit gap entre la vision de chacun. Et là, c'est important que nos équipes, et là, je reviens sur la gouvernance, c'est ce qu'on a fait avec Édouard, mais c'est ce qu'on a fait du coup avec les équipes aussi dirigeantes de Daedalus. À chaque fois que l'une des équipes se plaignait de l'autre, c'est-à-dire souvent, il fallait que nous, on essaye de redescendre en disant qu'est-ce qui ne vous va pas. On partageait, on voyait ce qui était entendable ou pas. Et ça fait partie d'une espèce d'exercice de pédagogie. Mais c'était aussi un exercice de pédagogie pour les soignants. L'outil informatique ne va pas faire exactement ce qu'on fait dans la pratique. Parce que quand dans la pratique, un médecin dans un couloir dit à une infirmière « Tiens, tu me prescriras machin pour bidule, puis tu me feras 3 kilos de sanguin », ça, la machine, elle ne sait pas faire parce que c'est strictement interdit. Donc, il y a tout un exercice pédagogique à faire. Et pour que les équipes continuent de se parler sans se taper dessus. Rappeler les processus, en fait, de rappeler les processus précis et officiels. Il faut mettre cette huile dans les rouages et cette pédagogie pour que ça fonctionne. N'est-ce pas, Samira ? Très clair. Alors justement, Samira, je te présente déjà, tu es la directrice du programme sur cette Transition You, rôle clé chez Daedalus pour emmener nos clients de DXCare et d'Orbis évidemment vers Care4You. C'est quoi ta vision justement sur ce dialogue très important entre le fournisseur et le partenaire ? Justement, en fait, la chance qu'on a avec le GHT nouveau, c'est qu'on a à la base instauré une relation de confiance dès le départ.
où on disait les choses dès le départ, en fait ce qui est faisable ou pas faisable. On expliquait nos contraintes, donc le site était à l'écoute. On nous a mis à disposition une équipe de référents métiers qui nous ont aidés dans la conception. On a fait un recueil de besoins. On a raisonné en cas d'usage, donc comment faciliter la tâche. On a écouté ce qui était possible. On a aussi, nous, une contrainte de faire une solution standard. En fait, l'idée, ce n'est pas juste de faire un nouveau DVI, mais c'est aussi de faire un standard qui peut être utilisé par d'autres clients. Donc on était à l'écoute, on a échangé. Comme vous l'avez dit, on a expliqué nos contraintes et on a échangé côté consulting, on a mis des groupes de travail. Il y avait des médecins, des pharmaciens, des biologistes, de l'imagerie aussi. Et on a réussi à instaurer une relation un peu, on va dire, spécifique avec notre R&D qui était à l'écoute et qui a essayé d'écouter en fait les besoins terrain, tout en expliquant nos contraintes, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Il y a du réglementaire, il y a plein d'éléments qui font qu'on a essayé de trouver un compromis. C'est en cours, on n'a pas encore fini, l'aventure continue. Et il y a encore des groupes de travail qui continuent, notamment pour la partie parcours des urgences. Très clair. Donc c'est ça en fait. On a nos contraintes, nous, évidemment, d'éditeurs. L'organisation doit rappeler aussi des contraintes organisationnelles, mais le dialogue permanent et vertueux permet de trouver des pistes et des chemins ensemble, notamment dans la fabrication de quelque chose de nouveau, oui, de quelque chose de transformé. C'est bien ça ? Tout à fait, tout en respectant en fait nos engagements par ailleurs, en échangeant avec le club. Donc on a essayé vraiment de trouver un équilibre global pour à la fois répondre aux contraintes terrain et rester dans un objectif de solution standard Dédalus. C'est ça, et le club auquel tu fais allusion pour l'assistance, c'est évidemment le club réseau DXCare qui se rejoint dans un club Car4U qui représente tous les clients dossiers patients, ce qu'on fabrique à Novo est aussi respecté et labellisé par le club. C'est super important. Oui. Ça peut être, c'est bien ça que tu veux partager. Bon, super. Exactement. Très bien. Alors, Essoun, toi, tu es la directrice des opérations globales pour Dédalus France, hein, bien évidemment. Oui, bonjour. Je pense que c'est intéressant que tu nous partages aussi ta vision sur l'accompagnement de l'expertise. Comment on gère ce projet et comment on l'accompagne. Tout à fait. Je vais faire un peu de redite, mais c'est vrai qu'Edouard, Alexandre et Samira ont déjà dit beaucoup de choses. Nous, on a pris le pari d'investir dans un programme dédié. On a compris qu'il fallait être plus proche des soignants, plus proche finalement des professionnels de santé pour répondre aux besoins, tant en termes d'ergonomie que d'accompagnement, finalement que d'utilisation de cas d'usage. Et on a compris que la clé finalement de notre réussite pourrait passer par cette proximité, cette relation de confiance, ces ateliers réguliers. Alors dans cet écosystème, il y a une chose qui est très importante, c'est comment on pilote la compétence aussi, je pense. Et souvent, la compétence, elle est chez nos soignants, elle est aussi chez nous, bien sûr, mais on devait mieux faire communiquer finalement ces experts, tant côté client que Dédalus, pour finalement aboutir vers des solutions construites pour améliorer le quotidien de nos soignants. On parlait de charge cognitive tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est comment on accompagne le pilotage de la montée en compétences. Alors Dédalus apporte des solutions. On forme en présentiel. On a des plateformes d'e-learning que j'invite un peu tout le monde à aller voir aussi, qui regroupent beaucoup de formations. On est en train de transformer aussi finalement cette montée en compétences. Et puis surtout, ce qu'on veut, c'est développer cette proximité. Et là, on a mis en place en fait des centres de compétences en régie chez nos clients, des ateliers réguliers. On a fait communiquer nos experts, les soignants, la R&D aussi dans beaucoup de cas, pour justement entendre au mieux et garder cette proximité maximale par rapport à l'attendu des professionnels de santé par rapport au logiciel. Parce que si on reprend quand même un peu les différentes thématiques, ce qui est important, c'est de dire que le logiciel doit rester un outil pour demain et ne doit pas être en fait la finalité aujourd'hui de l'utilisation de nos soignants. Très clair, merci beaucoup. Alors, on revient un peu sur les soignants. Tu as déjà donné des éléments, Edouard, sur évidemment la décharge cognitive, sur le gain de temps, sur la sécurisation des pratiques que Alexandre a donné également, rappeler cette sécurisation des pratiques permanentes. Moi, j'aimerais bien que tu nous donnes, si tu veux bien, ta vision bien sûr sur la data. Je pense que c'est important de le redire et comment vous attendez Car4U également sur ce sujet. Et puis tu donnes aussi ta vision du médecin de demain en fait. Je pense que la personne la plus habilitée ici sur cette table, c'est toi. Si tu peux nous donner cette vision du médecin de demain, c'est quoi pour toi un médecin de demain, notamment vis-à-vis de l'IA qui est un sujet clé. Je pense que tu as une vision à partager intéressante là-dessus. Alors, je vais juste rajouter un petit truc, c'est que le DPI, ça n'est plus un outil administratif d'enregistrement tout simplement d'une condition administrative d'un patient,
mais c'est un véritable outil médical de haute précision. Et en tout cas, on en rediscutera quand on parlera du médecin de demain, mais je pense que voilà, il faut l'envisager comme un prolongement maintenant du pouvoir clinique du médecin. La deuxième chose, c'est que vous avez parlé de formation, et je crois que plus la solution est intuitive, plus elle est ergonomique, moins on a besoin de former les gens et de passer du temps à les former. Et donc, c'est aussi un enjeu, on va dire, administratif, c'est qu'on récupère du temps soignant avec une solution ergonomique. Pour parler du médecin de demain, je pense que tout le monde est convaincu maintenant que le centre du problème, c'est la data, et qu'il faut voir les DPI comme vraiment des grandes boîtes d'enregistrement de la data. Là encore, plus l'outil est ergonomique, moins on rechigne à aller saisir de la data qualitative. C'est-à-dire que si c'est vraiment une tapée d'aller remplir son dossier d'Excel tous les jours, là, on ne va pas rentrer de data et on va la perdre. Et Bien donc, sûr. il faut vraiment, on reboucle encore là sur l'ergo. L'accessibilité de l'ergonomie. L'accessibilité, la fluidité cognitive, les chemins courts, chemins utilisateurs courts. Alors pourquoi la data c'est important? Parce qu'on s'est aperçu qu'aujourd'hui, on produit de la data en quantité absolument hyper exponentielle, et que cette data, elle permet beaucoup de choses, et notamment, elle permet quelque chose sur lequel les utilisateurs ne voudront plus revenir, enfin les utilisateurs tant médecins qu'usagers, c'est la possibilité de faire de la médecine prédictive. Parce qu'aujourd'hui, la data contribue avec son analyse via de l'intelligence artificielle, mais qui devient là l'outil, le vecteur d'utilisation de la data. En fait, on est capable de prédire un certain nombre de risques intra-hospitaliers quotidiens, même qui sont assez courts dans le temps, et on est capable de faire de la médecine personnalisée, vraiment qui va convenir à chaque cas index qu'on est capable de traiter. Mais pour ça, il faut de la donnée, vraiment de la donnée précise, en fait. Et puis, il faut, comme le disait quelqu'un hier dans l'assistance, il faut de la donnée interopérable. Et donc, est-ce que c'est pas le moment aussi de proposer que la donnée soit SNOMED, OMOP, directement compatible dans les dossiers patients informatisés via, par exemple, des outils d'intelligence artificielle. Donc le médecin de demain, il est là. C'est un médecin qui va arbitrer la bonne donnée, qui va s'en saisir et l'utiliser via des outils d'intelligence artificielle, parce que la somme est massive, pour faire cette médecine prédictive et personnalisée. Ça l'engage dans une grande responsabilité, aussi ce médecin de connaissance des pratiques avec la donnée. Tu veux nous toucher un mot sur sa responsabilité et même la responsabilité du directeur? Oui, j'allais dire la responsabilité maintenant est collective, elle est vôtre aussi. C'est-à-dire que vous devez fournir un outil qui est à la hauteur des attentes des usagers, encore une fois soignants et patients. Et le directeur doit acheter le bon outil, et les médecins doivent maintenant aller fouiller tous les recoins de la donnée disponible pour être sûr que justement il n'y a plus de perte de chance. Voilà. Donc l'enjeu, il est collectif, il est énorme, mais maintenant ça va être difficile de faire marche arrière. Très clair. Oui, alors sur la responsabilité, effectivement, je pense qu'il faut bien comprendre que... Alors, on n'a pas la réponse pour l'instant, on a la question. En tous les cas, c'est une question qui nous a pas mal agité aux États-Unis il y a 2 mois. La responsabilité est engagée pour tout le monde, et en particulier la qualité. Alors, quantité et qualité de la data, c'est ce qui va nourrir l'intelligence artificielle. Enfin, on rentre dans un écosystème qui s'auto-alimente. C'est-à-dire que plus la data sera nombreuse et de qualité, plus l'IA sera nourrie de manière correcte et redonnera derrière un outil performant pour l'utilisateur. Mais un médecin, aujourd'hui, on le sait, sa responsabilité est engagée, non pas s'il va guérir ou pas le patient, il n'est pas magicien non plus, mais s'il a bien donné tout l'état de la science à disposition du cas du patient pour le traiter correctement. Un soignant aujourd'hui qui n'utilise pas l'IA, est-ce qu'il a le cerveau qui est capable d'avoir toutes les données pour traiter le patient en fonction des connaissances actuelles? Certainement pas. Et donc un soignant qui n'utilise pas une IA va devenir quelqu'un qui engage sa responsabilité en termes de qualité de prise en charge et de chance donnée au patient d'être traité correctement.
Et à partir du moment où un soignant ne fait pas ce boulot correctement ou n'a pas les outils pour le faire correctement, ça engage la responsabilité du directeur de l'établissement. Donc on c'est a notre tous un responsabilité intérêt. aussi. Exactement, exactement, très clair. Écoutez, merci à tous. Je pense qu'on a bien identifié que la collaboration est primordiale, que l'usage doit nous être dicté et expliqué par les soignants, avec des projections de transformation qui sont devenues mensuelles pratiquement. On n'est même plus sur des dizaines d'années. On voit bien que ça change et qu'on accélère. Et l'IA en est évidemment une représentation. Et que nous, Dédalus, on doit vous apporter l'expertise, la vision et le partage pour vous permettre d'atteindre ces cibles et ces nouvelles pratiques aujourd'hui dans le nouveau dossier patient Care for You. Je vous remercie beaucoup et merci pour cette belle table ronde. Merci.